Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, un nouveau jour. Alors, un nouveau jour pour vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous, merci de suivre cette émission chaque matin du lundi au vendredi de 7h30 à 9h. Aujourd'hui, vous aurez l'information, c'est à travers la revue de presse et dans la rubrique invité du jour avec coach Nebier, nous allons développer un thème qui va beaucoup vous intéresser. Est-ce qu'il faut travailler juste pour vivre au quotidien ou sinon travailler pour construire une liberté financière? Quel est votre choix? On en parlera à travers l'entretien de ce matin. Et vous le savez, en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo nous retrouvera pour nous donner les événements qui ont marqué la date de ce 13 août, donc le 13 août d'une certaine année partout dans le monde. Et c'est depuis Bobo Dioulasso que nous vous présentons cette émission. Oui, le site qui nous accueille cette semaine, c'est notamment la vieille mosquée de Dioulasso-Ba. Et donc, nous sommes installés à Bobo pour vous faire découvrir cette mosquée de Dioulasso-Ba. C'est à travers la rubrique à la découverte 2. Bienvenue encore à Bonjour le Faso et direction Bobo Dioulasso pour la première rubrique. C'est à la découverte de la vieille mosquée de Dioulasso-Ba à travers la rubrique à la découverte 2. Je vous laisse découvrir et on revient. La mosquée a été construite d'abord par Imam Sanou Sakidi Gaoussou, qui est connu par son surnom et que tout le monde dit Sakidi Sanou. Le vrai nom c'est Gaoussou Sanou et lui et Samori Touré ont fréquenté chez le même maître coranique. Donc la date de la construction, date donnée par les colons, 1880, 1880-2026, ça fait 146 ans. La mosquée est au secteur numéro 1 de Bobo et en plein centre-ville de Bobo. La mosquée est construite d'abord avec du banco, la terre, argile, paille et avec les déchets de beurre de karité. À l'époque, les ancêtres mélangeaient les déchets de beurre de karité avec la terre. Quand la pluie tombe là-dessus, ça glisse. Donc à l'intérieur, la mosquée est divisée en deux parties. La partie des hommes, 9 rangées, les femmes, 9 rangées, total 18 rangées, et chaque rangée prend 45 personnes. Si on multiplie 45 fois 18, ça fait 810 personnes, plus l'imam, 811 personnes. Le toit de la mosquée, c'est du bois, et en haut, on a des fenêtres qu'on appelle les trous d'aération. Et en total, dans la mosquée, on a 94 pliés dedans pour soutenir les toits. Et ce style de construction ou ces modèles de construction s'appelle construction soudanaise qu'on trouve chez nous ici en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, la grande mosquée de Dioulasso-Ba qui se trouve chez nous, les bobos les plus intelligents. Chez les vilaines piles là-bas, on a la mosquée de Bani. Et chez nos maîtres coraniques, la mosquée de Wahabou. Au Mali, la mosquée de Tombouctou et Guéné. Au Niger, la mosquée d'Agadez. Il y avait la restauration de la mosquée en 2019. On devait transformer la partie des femmes comme l'ancienne partie, la partie des hommes. Donc en restaurant, le deuxième minaret est tombé. On a reconstruit le deuxième minaret et le principal est tombé. Et les gens ont dit aux régions sociaux que la grande mosquée est tombée, or que c'était le minaret qui était tombé et restauré en 2023.
Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. Nous passons à présent à la rubrique invité sûr. C'est bien de se mettre au parfum de l'actualité avant de retrouver notre invité. Et nous débutons avec l'Express du Faso, le quotidien bobolais qui paraît justement à Bobo Dioulasso. Et nous découvrons les titres. Marché de Bobo Dioulasso, la patate douce de retour sur les étals. Dans la rubrique, autant le dire, de l'Express, immersion patriotique, 2 semaines après, les échos sont favorables. Jeunes du Guirico, 2 kilomètres à pied pour réaffirmer l'attachement aux idéaux de la RPP. Divagation des animaux domestiques à Banfoura, le phénomène persiste. Mise au point, ministère de l'Agriculture, ce sont des distributeurs agréés qui vendent les engrais. Sécurité alimentaire, la Chine cherche à consolider les acquis. Passons à présent au quotidien. Le quotidien, le journal Le Quotidien affiche ce matin révélation de Pascal Sawadogo sur les primes servies aux étalons d'âme, la réaction de journalistes et entraîneurs de football. Au tournoi UFOAB 2026, les étalons U20 de retour avec le trophée. Journée internationale de la jeunesse 2026, la construction d'un espace confédéral souverain avec les jeunes au cœur des débats. On peut lire également la une du journal Le Quotidien, le pied beau, une malformation réversible, surtout détectée tôt. À présent, la une du journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui, au Faso affiche ce matin palais de Kouleba, les ministres de l'action humanitaire et du genre chez le capitaine IB. À brûle-pourpoint présidentiel en Zambie de ce 13 août 2026 qui de Akainde Ichilema ou de Brian Mutumbil va l'emporter. On peut lire à la une également du journal Aujourd'hui au Faso, Kouritenga, la FAIB sensibilise sur la nouvelle loi sur la liberté religieuse. Approvisionnement en farine de blé, la BMCRF sur le terrain. Toujours à la une du journal Aujourd'hui au Faso, news du jour, l'ambassadeur de France en Centrafrique visé par une procédure disciplinaire. Simandou vaut bien cette bourse déliée à de 425 millions de dollars du FMI. Face à face à Kodek Ouaga, commerçant des marchés Eyar, le DG Franck Compaoré veut massifier la confiance avec des partenaires privilégiés. Le quotidien d'État à présent, Sidoaya.
Sidoya affiche ce matin à sa une Confédération AES. Le capitaine Ibrahim Traoré réaffirme son soutien aux initiatives humanitaires et de promotion de genre. On peut lire 27e édition de la Journée internationale de la jeunesse, les jeunes au cœur de la souveraineté nationale. Port obligatoire du casque, une dynamique en marche dans les rues de la capitale des deux roues. Immersion patriotique obligatoire, une délégation gouvernementale encourage les appelés à Banfora. L'autoregard, un engagement souverain. On peut lire également embellissement des murs et façades des bâtiments, le coup de pinceau du ministre Pegdouende Gilbert Ouedraogo. Renforcement de l'axe Ouagadougou-Bujumbura, le ministre des Affaires étrangères chez le président Ndayishimiye. Nous passons à présent au doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin à sa une en souveraineté énergétique à 25 MW à Kaya pour renforcer l'autonomie. Burkina, Nigeria, le numérique, nouveau pont vers la souveraineté. Liberté religieuse, les dispositions de la loi expliquées aux pasteurs et aux fidèles chrétiens. Approvisionnement en farine de blé, la BMCRF met la main à la pâte. Lutte contre la fraude, la CNLF saisit plus de 141 millions de francs CFA de produits prohibés. Et comme dernier titre du journal de l'Observateur Palga, nouvelle épidémie d'Ebola en RDC. Combien de morts faudra-t-il encore pour que le monde se réveille? La question est posée à la page numéro 5 de l'Observateur Palga. Nous terminons avec le journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une ce matin Audrey Korsaga, artiste musicienne, à propos de la lutte contre le cancer. Je suis disposée à prêter ma voix et mon image. Alimentation et bien-être, pourquoi éviter de consommer certains aliments quand on est fatigué? Et également, on peut lire dans Révélation du journal Le Pays ce matin, barrage de Lumbila, la suspension des prélèvements d'eau levée. Arnaque aux épices, 193 plaintes enregistrées au premier semestre. TGI de Banfora, un tradipraticien condamné à 7 ans de prison pour viol. Mémorial du temps, l'expansion maritime de l'Occident européen. Et toujours à la une du journal Le Pays ce matin, on peut lire séjour de leader de médias burkinabé à Shanga, découvrir la Chine dans sa diversité. Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré réaffirme son soutien aux initiatives humanitaires et de promotion du genre. C'est le dernier titre du journal Le Pays, également le dernier titre pour ce qui concerne la revue de presse de ce matin. On vous invite à vos kiosques à journaux afin de découvrir ces différents articles de nos confrères de la presse écrite. Nous marquons une petite pause et nous allons retrouver nos invités juste après. Chaka son problème, water yella. Ohaka. Un petit fonctionnaire comme ça là. Où est-ce que moi-même je dois avoir cet argent là pour payer cette dette? Même un fonctionnaire international. Je ne peux pas. Moi je... Et toi, pourquoi tu me suis? De toute façon, tu tiens la corde là. C'est là où tu t'en vas. Voilà, j'ai une commission très importante pour toi. Et quand tu vas arriver, il faut dire au bon Dieu de faire pardon. Hein, à cause du bon Dieu même.
Voilà. Il y a un boulanger là qui me donne du pain chaque jour que Dieu fait. Mais il est malade. Je ne gagne plus mon pain. Il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à le guérir. Hein? Comme ça, je vais avoir mon pain. C'était tout. Pourquoi tu veux te prendre? Je suis entêté. Tu es trop bête. Tout le monde est endetté. Même le pays là même là est endetté. Dans ce cas-là, c'est le président qui devrait se prendre. C'est pas toi un minable comme ça. Tout le monde doit. Tout le monde doit. Moi-même je dois. Le bon Dieu me doit. Mon bienfaiteur là, il me doit. Tu es bête. Tu es trop bête. Ah. Saban TV, la télévision des nouvelles cités. Saban TV, la télévision des nouvelles cités.
Mer fato ga yellan kenda ya wampuro bamram til ke bamram foda wara yelle ngam taba kulum kalam la futa chaka son problème wara yelle yelle zunzande wara zunzande ohaka Zabri l'imam Yoda. Et d'abord qui va aller. L'imam Yoda. Oui. Pemina. Vom là. Mamla bayo eh. Manyogo da maori. Busantenga manyogo da fa maluba bama. Te huwa kan wa ba bord boy. L'imam Yoda. Mawana tuba. Alhamdulillah. Assis-toi. Jinka. Munan tuba me. Manata tuba me. Allah akbar. L'imam Yoda. Matara sukde. Matay sukabndi. Sokin. Madata mbanya. Nyam arzena. Dan baby dan. Sakin arzena. Tempa madame nyubi. Dan bébé. L'imam Yoda. Tibeti yam kanyu danka. Tengazu. Lai. Gese. La rama. Arzan rama. Nino sumbud kabe. Yam talu da sobdun kano. Ni karamo. Pa makdo. Yare mane ton panyu ram dunyo pogne. Ya arzan rama la tun bora. Uma soma. L'imam Yoda. Mana tuba me. Alhamdulillah. La mana nyu kadama. Arzen dama. Mana basa yenda ne l'imam Yoda damba. Yam sawa kibi yam tuyude. Mana nyu tengzu kadama. L'imam Yoda. Mayula bayo. Manong dande. Manyu dan ko mazaka. Subhanallah. Manyu dan ti ma pas joué basman. Manyu dan ti ma joué d'enfant joué. Masanya dan woto. Manye na fa dig de kaka. Ni para odwe. Yume magana me mabzam seme. Tanya badasa. Akoma fa le gadan. Machi yikin lui pour appeler. Babse ta fond. Mawana dora le bras d'habile. Manok dade. L'imam Yoda. Sankate pamdam. Yuka. La padan yu ajena. Makana le toubia. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka son problème Water yella yella Zunzande Water zunzande Ah ohaka Allô? Ah, ma fille. Tu as enfin trouvé le temps de penser à ton vieux papa. À ton papa, je veux dire. Hein, tu veux me voir? C'est urgent? Bon, écoute, je te rappelle, je suis avec des amis. Voilà, à bientôt ma fille. Oh, c'est bien ça. Bonjour les tontons. Ouais, bonjour. 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 S'il vous plaît, je peux me joindre à vous. Ouais, vas-y. On a souvent besoin d'un peu petit de soi. Ouais, c'est clair. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Tu vas bien? Ça va. Ça va? Oui, ça va. Mon petit. Écoute, il n'est pas si petit que ça. Ce jeune homme, il est en âge de se marier. Ouais, c'est vrai. Tu as raison, papa. J'attends ma copine ici. Ah, ta copine. Ah, bah, je te donne un conseil, mon fils. La femme, il faut savoir l'aimer, la flatter, mais aussi, surtout, la tromper. Eh oui. Ah oui. Tant que tu ne fais pas ces trois choses-là, elles peuvent te créer des misères. Tu sais quoi? Tout passe par le regard. Dieu, c'est là que se joue tout. Si elle résiste, alors, mon fils. Papa, je l'aime bien. Le jour qu'elle sera chez moi, donc... Tu as vu il n'a pas envie de... Oui. Voilà, c'est elle qui vient comme ça. Ma chérie. C'est elle. Tu as quoi? Petit, Oui, tonton. ça va? Oui, ça va. Tu as écouté les conseils de ton beau-père? C'est mon beau. Oui. Il faut les appliquer. Il faut l'aimer. Il faut la flatter. Il faut souvent la tromper. Et puis tu l'as. Ah Waga Abanyira gombe fu gombe Woro zunzande zum 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 Ah zunzande Woro zunzande zum 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 Zunzande Woro zunzande Abanyira gombe fu gombe Woro zunzande Merfato wa yellan kenda Ya wambro Babaram tiru te bamram foda Zunzande Woro yellan Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka son problème Water yella yella Zunzande Water zunzande Ah
fayidan la ye bayo lafi ibe kema ya lafi no hari ba saya atunda tun tambon wa Ah, man kule village. Baba te kushenishi. Akuwa tu kwabra. ha Mananda mute no tabat. Tricycle. Ndu kanto numa. ho aya fayizu ya no wo po Baba tu kwabra. ranyi mi diele Yel kenome. amudu kan tibori ba ya Aha. ino ba ma patin ko mi Oh. wana so Ay bilifo. ay way tiri war ha hachidi ma mam nana yin tira no so ribin le ko observe lo kana yemri ar wahat kan ha no sen de pidi ti fo wo ti se le ke tu pour le travail Hey, when over. Liberty. Mon fafa. Il l'a y. No. Kaya, wen kun yid bobo. Hey, one dear. Hiya. One dear. Wait. When for it Sunday, na yaw the Sunday. Yaka. Ha? Fole wamla. Lengeni. Hein? Man lewa me. Aha. Mo wana so pinje se foko da nwara yi mana wana. Oh, no sa. Eh. No ra yemre. Payir ko nuwe. Fo ya yakati for 100 million. Mam temba so ko hane fo. La no sa wana nta tu kwabra. Wo tu kwabra. Wo. Am ji ya yo ye. To ran ka be waya. Mami manda bilibil fo min ti rewa no biyo wana. An wa goti han wish be me ko ho pam num no ra ribo. San ko wa da ho watin tabhadi yemro to nyon ko mam buguma ya. Ay na mami ti yawo. Lengeni. E wada ka soma de. Wada ka soma wa. Kadi ma wa ya. Man lo so de zuka. So bra wi man fu. Ma de su tu kwa ba enveloppe. Tu kwa. So bra ke le fu so woto ma wada so ngese akawa lo enveloppe ni tu kwa ka. Ayo. Wo sobro. La kala hantar kule gawa. Le bon kumu la sawa. Le le yam yiya. Ngie so de zukiya sobra kendi kala men lobzi ninga. Ma ne tato to bro ri ngi. Bon pali ka. Lengeni. Kana sakda na ya bifu. Man kana ndike tu kwa ngda no bile. No. Aya wona dingi nugu. Na ga bilite. Man kana sakhe. Waga. Abanyira gombe gombe Merfato ga yellan kenda ya wamdro bamaram tirte bamaram foda. Et nous sommes de retour sur ce plateau en attendant de recevoir nos invités. Nous allons repartir à la découverte de la vieille mosquée de Djoula Soba. Donc, on vous amène pour la visite et la présentation générale. Cette semaine, nous sommes installés dans le quartier Djoula Soba pour vous faire découvrir la vieille mosquée de Bobo Dioulasso. Alors, je vous embarque avec moi. Nous poursuivons la découverte des sites touristiques de Bobo Dioulasso et cap cette semaine sur la mosquée de Djoula Soba. Située au secteur numéro 1 de Bobo Dioulasso, en plein centre-ville de Bobo, en face du quartier Kibidoué et de l'hôtel de ville, la mosquée de Djoula Soba accueille un nombre important de fidèles et de visiteurs.
En rappel, la mosquée de Djoulasoba a été construite par Imam Gaussou Sakidi Sanou en 1880 et la construction a duré une dizaine d'années. Cette mosquée est donc ancienne de plus de 146 ans. La mosquée de Djoulasoba a su préserver et garder son authenticité et n'a été que très légèrement modifiée selon les habitants de la ville. En effet, depuis sa construction, ni les piliers ni les murs n'ont subi de changement. Seule la toiture, les ouvertures murales et 2 minarets ont été rénovés. De loin, la mosquée de Djoulasoba est visible par ses hauts minarets, au nombre de 3, dont un principal et 2 secondaires. Ces minarets servent de lieu de retraite pour les imams qui viennent y passer des journées entières, voire 5 à 10 jours, pour se consacrer à l'adoration de Dieu et préparer les messages à communiquer aux fidèles durant les prêches et les prières. L'édifice est solidement bâti en banco et il est soutenu à l'intérieur par 42 piliers repartis sur 18 rangées et peut contenir 800 personnes. Des espaces spécifiques y sont dédiés aux femmes. Outre son architecture particulière, la mosquée de Djoulasoba est célèbre pour l'ambiance spirituelle et le sentiment de paix qu'elle procure aux visiteurs. Construit en banco et avec du beurre de karité, le toit de la mosquée est en bois. Notons que 2 minarets de la mosquée de Djoulasoba sont tombés en 2019. Mais en 2023, ces 2 minarets ont été reconstruits et la mosquée rouverte. Aujourd'hui, la mosquée de Djoulasoba fait partie des sites touristiques de Bobo Dioulasso. Alors, pour visiter cette mosquée, il suffit de débourser la somme de 500 francs pour les adultes nationaux et 1000 francs pour les adultes internationaux. Ah oui, que c'est tellement beau à voir. Cette semaine, nous vous avons amené à la visite de la vieille mosquée de Djoulasoba. Nous espérons que lorsque vous serez de passage à Bobo, vous allez venir visiter cette vieille mosquée de Bobo Dioulasso. Allez, on se retrouve sur le plateau. La mosquée a été construite d'abord par Imam Sanou Sakidi Gaussou, qui est connu par son surnom et que tout le monde dit Sakidi Sanou. Le vrai nom c'est Gaussou Sanou. Et lui et Samori Touré ont fréquenté chez le même maître coranique. Donc la date de la construction, date donnée par les colons, 1880, 1880-2026, ça fait 146 ans. La mosquée est au secteur numéro 1 de Bobo et en plein centre-ville de Bobo. La mosquée est construite d'abord avec du banco, la terre, argile, paille et avec les déchets de beurre de karité. À l'époque, les ancêtres mélangeaient les déchets de beurre de karité avec la terre. Quand la pluie tombe là-dessus, ça glisse. Donc à l'intérieur, la mosquée est divisée en 2 parties. La partie des hommes, 9 rangées. Les femmes, 9 rangées. Total 18 rangées. Et chaque rangée prend 45 personnes. Si on multiplie 45 fois 18, ça fait 810 personnes. Plus l'imam, 811 personnes. Le toit de la mosquée, c'est du bois. Et en haut, on a des fenêtres qu'on appelle les trous d'aération. Et en total, dans la mosquée, on a 94 piliers dedans pour soutenir les toits. Et ce style de construction ou ces modèles de construction s'appelle construction soudanaise qu'on trouve chez nous ici en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, la grande mosquée de Djoulasoba qui se trouve chez nous, les bobos les plus intelligents. Chez les vilaines piles là-bas, on a la mosquée de Bani. Et chez nos maîtres coraniques, la mosquée de Wahabou. Au Mali, la mosquée de Tombouctou et Guéné. Au Niger, la mosquée d'Agadez. Il y avait la restauration de la mosquée en 2019. On devait transformer la partie des femmes comme l'ancienne partie, la partie des hommes. Donc en restaurant, le deuxième minaret est tombé. On a reconstruit le deuxième minaret et le principal est tombé. Et les gens ont dit aux réseaux sociaux que la grande mosquée est tombée, or que c'était le minaret qui était tombé et restauré en 2023.
Et de retour sur ce plateau, je vous invite à suivre un entretien que nous avons eu avec notre invité. On a parlé donc de la lutte contre le mariage d'enfants. On suit et on revient. Et je vous le disais à l'introduction, aujourd'hui nous parlons de lutte contre le mariage d'enfants. Avec notre invité, nous recevons Monsieur Ibarante Momo. Il est directeur exécutif de l'association burkinabé pour la survie de l'enfance et membre de la coordination de la coalition dénommée CONAMEB, entendée par là la coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants. Bonjour à vous, Monsieur Momo. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci donc d'être avec nous pour l'aventure Bonjour le Faso. Et ensemble, on parlera de lutte contre le mariage d'enfants, mais on va découvrir encore plus votre coalition. Une coalition qui existe depuis quelle année? Et vous nous direz aussi pourquoi la coalition a vu le jour. La coalition a vu le jour avec un objectif principal, je vais commencer par là, c'est de faire en sorte que les tests et politiques au niveau national puissent lutter contre le mariage des enfants. C'est une coalition qui est née en 2013 de la volonté d'un certain nombre d'organisations qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits des enfants. Et depuis 2013 à nos jours, la CONAMEB est engagée sur ce combat. Voilà, ce combat contre le mariage des enfants qui malheureusement crée beaucoup de soucis dans notre société. Donc vous avez parlé de l'objectif principal. Est-ce qu'il y a d'autres missions aussi que la coalition poursuit? Oui, c'est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes de ce pays à savoir que marier les enfants constitue déjà un problème pour l'évolution de la société. Parce que les conséquences sont extrêmement nombreuses. Ça va des conséquences sanitaires, notamment les fistules obstétricales dues aux grossesses précoces. Il y a des conséquences économiques parce que ça crée un cycle de pauvreté. C'est une maman qui n'a pas encore l'âge de se prendre en charge, qui se retrouve être enfant et avoir encore un enfant. Et n'ayant aucune compétence préalable, elle transmet cet art-là à son enfant qui également ne peut pas atteindre un certain niveau. Du coup, économiquement, ça ne favorise pas l'évolution du pays. Donc, ces conséquences sont aussi d'ordre social. Ces conséquences sont d'ordre social dans la mesure où un enfant qui se retrouve dans une union avec pour rival des femmes plus âgées et pour mari un homme qui pourrait avoir l'âge de son papa, se retrouve marginalisée parce qu'elle ne peut pas agir comme les autres qui sont des adultes. Elle ne peut pas non plus aller vers ses camarades enfants pour jouir de sa jeunesse, de son enfance. Donc du coup, socialement, elle se retrouve désemparée et elle ne peut pas malheureusement s'épanouir dans une telle union. C'est ça. Restons sur la problématique justement concernant le mariage d'enfants, le mariage des enfants. Vous qui êtes sur le terrain depuis 2013, quel est le constat qu'on fait concernant ce phénomène-là au niveau du Burkina? Le Burkina fait partie des pays au monde avec la prévalence la plus élevée. Je crois que en termes de mariage d'enfants. En termes de mariage d'enfants, nous sommes autour de, je crois, 6e. Voilà, au 6e, on occupe le rang de 6e dans les pays qui connaissent beaucoup de mariages d'enfants. Et selon les données qui existent actuellement, nous sommes à près de 52%
de filles mariées avant 18 ans. Oula. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et avec les conséquences dont je parlais tantôt, vous conviendrez que 52%, c'est pas mince. Et généralement, ça se passe en milieu rural. Bon, Ou même dans les villes, on retrouve des cas. On trouve le mariage d'enfants à tous les niveaux. Certes, avec plus d'acuité au niveau rural. Sinon, même dans le milieu urbain également, il y a des enfants qui sont donnés en mariage. Donc ce n'est pas une question de région, d'ethnie, de caste. Ça touche tout le monde au Burkina Faso. Et pour vous qui êtes aussi au contact de la population, quelles sont les raisons, je veux dire? Ça s'explique par quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a plusieurs raisons qui sont avancées, dont la plus évidente est la pauvreté, c'est celle-là qu'on met toujours en avant, parce que les parents n'ayant pas les moyens pensent que donner leur fille en mariage très tôt constitue une forme d'économie, ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a aussi d'autres raisons comme le besoin de sécuriser leurs enfants. Certaines familles estiment que donner l'enfant en mariage constitue un moyen de la mettre à l'abri de certains besoins. Donc du coup, elles justifient cet acte-là par cet élément. Il y a aussi, toujours parmi les causes, il y a la situation sécuritaire que nous vivons, voilà, que nous vivons actuellement. Dans certaines localités, il y a un phénomène qui est là, pardon, où des enfants sont donnés en mariage pour ne pas être attaqués. Voilà. Ah oui. Donc, ce sont tous ces problèmes-là, toutes ces causes qui constituent le lot qui forme le mariage des enfants dans notre pays. Qui, par ailleurs, il y a que nos tests même, nos tests de loi, avant tout récemment, autorisaient plus ou moins qu'une fille se marie en tant qu'enfant, parce que l'ancien code de la famille disait que la fille pouvait se marier à 17 ans. À 17 ans, si on définit l'enfant comme étant tout être humain âgé de moins de 18 ans, si on se marie à 17 ans, c'est un enfant qu'on donne en mariage. En parlant de vos actions, on reviendra sur le code, surtout le code révisité tout à l'heure. Maintenant, parlons des actions de votre coalition. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour la population? En termes d'action, le premier bloc, c'est le plaidoyer. Comme je vous disais, l'objectif visé par la coalition, c'était de faire bouger les lignes en termes de loi et de politique. Donc, il n'y a qu'à travers le plaidoyer qu'on peut réussir ça. Donc, c'est d'abord le plaidoyer. Ensuite, c'est le renforcement de capacité, parce que la coalition est une organisation qui a autour de 84 membres, qui sont des organisations réparties sur l'ensemble du territoire, y compris les zones dites inaccessibles de nos jours. Il y a des organisations qui sont membres là-bas. Donc 84 organisations réparties dans le pays ont besoin d'avoir leur capacité sur les questions touchant au mariage des enfants renforcées. Mais sur les questions de plaidoyer, mais aussi sur toute autre question pouvant les aider à mieux combattre ce phénomène. Donc il y a le renforcement de capacité en second lieu après le plaidoyer, mais il y a également des séances de sensibilisation grand public que nous faisons à travers des émissions radio-télé, à travers des théâtres forats et à travers également la commémoration des grandes journées qui concernent les enfants, notamment la journée internationale de la jeune fille, la journée internationale de l'enfant, la journée de l'enfant africain, et ainsi de suite.
Donc autant d'activités pour encore sensibiliser et puis permettre aussi à ces associations membres de pouvoir être des relais dans leur localité. Parlons de la relecture, du moins du code des personnes et de la famille qui a été harmonisé. Je vais dire qui a harmonisé en tout cas l'âge légal du mariage pour les filles et les garçons. Quel est votre commentaire par rapport au code revisité? Déjà, il faut tirer le chapeau aux autorités burkinabées d'avoir pensé à la révision de l'ancien code. C'était devenu une plaie, voilà, une plaie, dans la mesure où lorsque on s'exprimait, on disait que votre pays est un pays qui autorise le mariage des enfants, ça faisait quand même un peu mal au cœur. Parce que c'était 17 ans pour Voilà, les filles et 20 ans. Et avec une possibilité de dispense à 15 ans. À 15 ans. Pour les filles, pour motif grave. Quand on dit possibilité de dispense, expliquez-nous ça signifie quoi? Bon, ça signifie tout simplement que, au regard de certaines situations, le juge pouvait être amené ou peut être amené à autoriser la fille à se marier à 15 ans. Donc c'est juste ça que ça veut dire. Actuellement, avec la révision, c'est 18 ans. Avec la révision, l'âge d'entrée en mariage a été harmonisé aussi bien pour les garçons que pour les filles à 18 ans. 18 ans. Certes, il y a toujours ce bémol-là qui existe. Il y a dans le nouveau code toujours la clause de la dispense qui est certes relevée à 16 ans, mais qui constitue toujours une épine. Parce que vous nous avez rappelé que l'enfant, c'est jusqu'à 17 ans. 18 ans, moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas 18 ans, on est enfant. Si on autorise à 16 ans, il y a problème. C'est à cela que je voulais en venir. Mais on se dit que le juge étant quelqu'un de très responsable, de très conscient, n'irait pas autoriser un mariage à 16 ans si le motif n'est pas suffisamment grave et que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Parce que c'est une des évolutions de notre code des personnes et de la famille. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être mis en avant dans toute décision qui le concerne. Toute décision qui le concerne, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau familial, dès lors qu'une décision doit concerner un enfant, il faut regarder si son intérêt est pris en compte. S'il n'y a pas son intérêt, la décision s'abstient de la prendre. Et concernant ce code révisé, donc vous nous avez dit, vous êtes un peu réticent par rapport à la dispense, mais vous saluez quand même l'harmonisation de l'âge de mariage. Oui, l'harmonisation de l'âge de mariage a été voulue par la CONAMEP. Et ça a été une lutte? Oui, par d'autres organisations de la société civile qui ont entamé une lutte depuis 2018 pour amener le gouvernement à relire ce test-là et à relever l'âge d'entrée en mariage. Donc, y arriver, c'est un motif de fierté. Et aujourd'hui, justement, votre objectif est partiellement atteint. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant pour vulgariser votre coalition, je veux dire, pour vulgariser aussi ce code révisé? Dans les normes, la vulgarisation du code relève de l'État. Ça relève de l'État. Bien sûr. Mais en tant qu'organisation de la société civile, notre accompagnement, c'est déjà de simplifier le contenu de ce code-là, notamment les articles, les dispositions qui concernent les mariages et qui concernent également la protection de l'enfant de façon générale. Simplifier cela et porter ça à la connaissance du plus grand nombre de nos populations, de nos communautés. Et à cet effet, ce travail a déjà commencé dans certaines localités
nous sommes allés parler des dispositions du code qui parlent et qui protègent les enfants et qui interdisent le mariage des enfants. C'est un début et on se dit que d'autres organisations vont emboîter le pas pour amplifier la voix de sorte que le contenu de ce code qui est vraiment très bien soit le plus connu possible et appliqué bien entendu. Donc une chose, on va dire, c'est comme si c'est à 3 étapes. Hein. Une chose est d'avoir le code voté, mais après il faut le vulgariser et après il faut faire respecter donc les dispositions de ce nouveau code-là. Et parlant de respect, est-ce que généralement quand vous partez pour des sensibilisations auprès des populations, est-ce qu'il n'y a pas de réticences? Ou sinon même réticence est encore plus faible? Est-ce qu'il n'y a pas souvent même peut-être des affronts ou des gens qui se disent non, ceux-là ils sont venus nous apprendre comment on doit gérer nos enfants et tout? Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés? Bon, les difficultés se rencontrent dans tout travail. C'est la façon d'aborder les choses qui fait la différence le plus souvent. Je sais que j'ai déjà parcouru 3 à 4 localités pour parler des dispositions de ce code-là. Bon, je n'ai pas eu de problème. Pourquoi? Parce que on fait comprendre aux populations que c'est d'abord dans leur intérêt que les enfants grandissent, s'épanouissent, atteignent un certain âge avant de penser au mariage. Sinon, elles vont aller en mariage et par la suite, quand il y aura des problèmes, elles vont revenir à domicile. Ça constitue encore une aggravation des charges. Donc quand on sait parler aux populations, elles comprennent. Elles comprennent et d'ailleurs même aucun Burkinabé n'a envie de voir son enfant marié et souffrir quelque part. Donc quand on leur fait comprendre, elles comprennent. Est-ce que vous pensez qu'au fin fond du Burkina, quand même après la révision du code des personnes et de la famille et surtout l'harmonisation de l'âge de mariage qui est de 18, il faut le rappeler pour l'homme et la femme, même si entre parenthèses on met la distance, est-ce que vous pensez que même au fin fond du Burkina on pourra arriver à faire de telle sorte que les familles puissent respecter cette disposition du code? C'est possible. Rien n'est impossible lorsqu'on commence. Il faut commencer. Et dès qu'on commence, quand on le fait, on se rend compte que ce n'était pas impossible. Donc c'est possible. C'est possible dans ce sens que les leaders communautaires que nous avons, notamment les chefs religieux, les chefs coutumiers, sont conscients des conséquences de ce phénomène. Donc ils sont, pour ceux qu'on a eu à rencontrer, engagés à accompagner leur population à comprendre et à accepter. Et quitte même à prendre des mesures pour obliger leur population à ne plus marier les enfants. Donc c'est déjà dit que c'est possible. Même dans le plus profond amour du Burkina, c'est possible. Maintenant, pour toujours concernant le code des personnes et de la famille révisé, est-ce qu'il y a d'autres points qui protègent aussi ou qui participent à la protection des enfants que vous pouvez citer? Le code est truffé de dispositions qui protègent les enfants. Jusqu'à ce que ce code protège l'enfant simplement conçu. C'est-à-dire que l'enfant est dans le ventre de sa maman. Et cette loi le protège. Alors, nous revenons sur ce plateau en direct. Toutes nos excuses à ceux qui étaient accrochés à cet entretien. Notre invité du jour, comme prévu, est venu sur le plateau. Donc, nous allons le recevoir pour aborder notre thématique. Nous partons pour la virgule invité du jour. Et nous recevons ce matin, comme chaque jeudi, d'ailleurs, depuis quelques temps, coach Omar Nebié. Il est entrepreneur, il est conférencier également. Et aujourd'hui, on va s'entretenir sur le thème suivant, travailler pour vivre ou construire sa liberté financière, comment choisir sa voie.
C'est le thème de ce matin. Bonjour à vous, coach Nibié. Bonjour, Madame Nitiema. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait de Afrique Nécré une communauté aujourd'hui qui émerge. Et toutes les personnes qui ont pris l'engagement de suivre désormais cette émission que j'appelle Nekro-Wakato. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et comment ça va, vos activités, les formations, l'accompagnement? Ça va très bien. Il faut dire que nous sommes dans une tendance aujourd'hui où ça évolue à grands pas. Parce que ce domaine, c'est un domaine qui intéresse beaucoup plus de personnes. Parce que c'est un domaine, pour ne pas dire obligatoire. Donc, il faut dire que ça évolue très bien sur tous les plans. Ouais. Alors, coach, on va s'intéresser à notre thématique du jour. On parle de travailler pour vivre ou construire une liberté financière, comment choisir sa voie. Alors, comment on doit comprendre le thème du jour? Ok. Déjà, je vais partir d'un constat. Aujourd'hui, la majeure partie des personnes, ils vivent le jour de jour. Parce que moi également, j'ai fait ça à un certain moment. Et quand on observe, ce qui crée beaucoup plus de situations négatives dans un pays, de façon générale, je ne vais pas indexer un pays, c'est la dépendance. Voilà. Donc lorsque on est dans la dépendance, c'est sûr que nous sommes en mesure de faire des choses qui ne sont pas forcément légales dans la mesure de pouvoir compenser ce qui nous manque. Donc le constat ici que j'ai fait, c'est que la majeure partie de mes promotionnaires, je parle toujours de ça, je ne vais pas parler de quelque chose que je ne sais pas. La majeure partie de mes promotionnaires aujourd'hui n'arrivent pas forcément à atteindre ce qu'on appelle la liberté. Parce que lorsque tu travailles le jour, tu travailles le mois, à chaque fois on a l'habitude de dire qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, joindre le mois et à la fin du mois. C'est ça en fait le travailler pour vivre le jour. Ce que moi je voudrais tout simplement passer comme message ici, c'est que nous avons deux choix. Soit nous travaillons tout simplement pour vivre, juste pour les dépenses et tout, voilà, les charges je vais dire, ou encore on travaille tout simplement pour construire. Et aujourd'hui dans cette émission, nous allons tout simplement voir pourquoi et comment nous allons pouvoir nous en sortir et je vais partager mon expérience personnelle. D'accord, on va y revenir tout à l'heure, mais déjà pour commencer, parlant de travailler pour vivre au jour le jour, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi important? Parce que quand on a des diplômes ou quand on se lance dans un commerce, on veut d'abord travailler pour pouvoir assurer ses dépenses. Est-ce que ça, c'est pas légitime? Exactement. Voilà pourquoi cela va m'amener à développer 4 points très importants aujourd'hui. Et ce n'est pas, je vais dire quoi, c'est pas insensé de travailler le jour, ou encore c'est pas insensé d'avoir un emploi quelconque, non. C'est pas pour dire que travailler comme ça n'est pas du tout bien. Non, ce n'est pas ça. Il faut dire que dans la vie, nous avons la plupart des temps 4 manières de gagner de notre vie. Il y a 4 manières les plus connues que nous allons aborder ici ce matin, si le temps nous permet bien sûr. Premièrement, il y a le fait d'être un employé. Lorsqu'on est employé, on peut gagner sa vie. Voilà, quand on est employé, on gagne de l'argent, on est rémunéré et tout. D'abord, je vais essayer de définir, voilà, en mes termes, c'est quoi être employé. Employé n'est pas forcément le fait, c'est pas un sens péjoratif. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un, non, lui là c'est mon employé, non, il y a tout big. Bon, les gens voient ça comme si on est en train de les insulter. Non, ce n'est pas ça. Être employé, c'est échanger son temps contre de l'argent. Lorsque tu dois travailler de telle heure à telle heure et à la fin on te récompense ou encore on te rémunère, c'est que tu es un employé. Ce qui voudrait dire que ici ça prend en compte tout le monde, toute personne qui monte de telle heure et qui descend à telle heure est un employé. Tu as un salaire, tu es un employé. On te paye par jour, tu es un employé. Donc employé ici, retenons tout simplement que c'est le fait d'échanger son temps contre de l'argent. Bon, c'est très bien parce que on a la tête quand même tranquille, parce que coûte que coûte, on sait que on aura quelque chose à la fin du mois. Coûte que coûte, on sera payé, même si c'est comment quand même. Donc on se dit que c'est une sécurité. Moi je ne vais pas appeler ça forcément une sécurité, mais en réalité c'est juste une décoration de sécurité, parce que l'emploi que tu as, avec une simple réforme, une petite réunion de 15 minutes peut t'amener à perdre ton emploi. Donc c'est pas forcément une sécurité.
quand tu travailles ainsi, il ne faut pas rester uniquement dans ce cadre. Non. Le cadran des employés, c'est un bon cadran parce que c'est un cadran qui nous permet de supporter des charges, ne pas dépendre de quelqu'un, faire les choses. En tout cas, ça te met plus ou moins à l'aise ou peut-être même à l'aise, mais en réalité, ne restons pas là-bas. Ça, c'est le premier point quand on est salarié. La limite, d'abord, les avantages, je l'ai déjà donné parce que ça nous permet de faire des choses. Mais la limite est que nous n'avons pas ce qu'on appelle la liberté financière et la liberté géographique. Je dis ça, ce n'est pas dans le sens de dénigrer quoi que ce soit. Non, nous sommes en train d'échanger pour que nous voyions d'abord les choses et choisir ce que nous allons faire. Quand on a employé, c'est très bien, mais il y a des limites. La liberté financière et géographique n'est pas faite pour nous. Non. Parce que quand je suis employé, je ne décide pas de quand est-ce que je décide d'aller au travail ou pas. On vous l'impose. Exactement. Les heures de travail. Exactement. Je ne peux pas me lever aujourd'hui, je travaille dans une entreprise ou bien dans la fonction. Je me lève aujourd'hui, je dis non, je ne me sens pas trop ça, je ne suis pas trop content, je ne vais pas aller au travail. Non. Je ne peux pas me lever et dire que bon, je vais aller en congé juste comme ça. Non. Tout est déjà préétabli à l'avance. Donc ce n'est pas une liberté en tant que telle. Et même si c'était possible, ce n'est pas évident que nous puissions nous offrir des congés de luxe comme ça ou des vacances de luxe si on est employé. Donc déjà c'est un point à accepter. Nous devons accepter que être salarié c'est très bien. C'est très bien, mais rester salarié sans forcément avoir quelque chose qui peut te rémunérer, avoir, comment on appelle ça, te donner des revenus, d'autres sources de revenus, ce n'est pas évident. Il y a des limites. Il y a des limites. Okay. Il y a des limites quand on est salarié. Maintenant, le deuxième point ici, c'est les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes, c'est ceux qui travaillent à leur propre compte. Je prends en compte toutes les personnes qui ont leur boutique ou bien qui ont leur salon de coiffure ou bien leur cabinet d'avocat et tout et tout. C'est très bien. Parce que ce qui est bien est qu'aujourd'hui, nous avons tous compris qu'avoir un seul poste ou encore une seule source de revenus, nous avons vite compris que ce n'est pas suffisant. Hankam mdeng ba gudu gauche à droite mbobung mato manam pa hadekam nagelam pani mam salaire bali. Donc nous on a commencé par comprendre qu'en réalité uniquement une seule source de revenus ne va pas forcément nous arranger. Voilà pourquoi on trouve un moyen pour créer quelque chose de côté, ouvrir un salon de coiffure, une boutique d'habillement ou bien en tout cas créer une entreprise annexe en plus de ce que nous faisons. En ce moment nous sommes des travailleurs autonomes. Maintenant ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on est travailleur autonome, on s'auto-emploie. Ça veut dire quoi? C'est vrai, on n'a pas de patron parce que la boîte c'est pour nous, mais c'est nous, on s'auto-emploie parce qu'il faut que nous soyons là afin que ça puisse bouger. Quand j'ouvre par exemple mon salon de coiffure, je ne peux pas me permettre de faire 1 mois, 2 mois sans aller là-bas. Non, surtout quand c'est les débuts. Donc c'est pour dire que je m'auto-emploie parce que je gagne de l'argent en fonction de la tâche que j'effectue quand on est un travailleur autonome. C'est-à-dire que moi je répare des téléphones. Je gagne de l'argent que lorsque j'ai réparé un téléphone. J'ai un salon de coiffure extraordinaire du Burkina Faso où les grands, les ministres et tout ça viennent se coiffer. C'est très bien. Mais le jour que ma boîte n'est pas ouverte, je n'aurai pas d'argent. Quand on est travailleur autonome, c'est comme ça. Quand on est travailleur autonome, on est également appelé à prendre souvent des décisions qui ne sont pas forcément des bonnes décisions. Alors, ici, en tant que travailleur autonome, la liberté géographique aussi n'est pas forcément faite pour toi. Je prends un exemple. Lorsque tu ouvres par exemple un salon de coiffure ou bien, voilà, peu importe ce que tu ouvres, ce n'est pas évident que tu puisses voyager hors du pays, là où tu as implanté ton business. Ce n'est pas évident que si tu restes uniquement dans ce cadre, tu puisses pouvoir. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens ils ont ouvert un coin où ça marche. Mais lorsqu'on arrive à trouver que lui-même, il n'est pas là, on continue. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Certainement. C'est ça. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter des plats ou bien je ne vais pas acheter quelque chose. Je ne vais pas trouver que le patron n'est pas là. Je dis non, je vais revenir. Mais lorsque je crois ça à quelque part, je peux acheter. C'est de façon involontaire. Donc quand on est travailleur autonome aussi, on a des limites. Ce qui est bien est qu'on décide de tout. On décide de comment l'entreprise va fonctionner, comment ça va se passer et tout et tout. Donc un travailleur autonome, c'est bien.
Tu peux travailler, tu travailles pour toi, mais c'est encore des limites. Tout ce que nous recherchons, c'est la liberté. Donc, c'est important. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle les propriétaires d'entreprise. Les propriétaires d'entreprise ici sont ceux-là qui créent un système qui fonctionne avec ou sans eux. Et je pense que c'est la partie où on nous a pas bien fait. Je vais appeler ça comme ça. On nous a pas... C'est le côté où j'en veux un peu à l'école et peut-être un peu de nos parents. Bon, peut-être qu'ils n'en savaient pas, mais c'est la partie où nous pouvons gagner la liberté financière. Pouvoir créer un système qui fonctionne avec ou sans toi est la base de toute liberté possible. Pourquoi je dis ça? Quand je prends un exemple simple dans notre contexte, bon, pour ne pas citer le nom d'une société ici, mais ceux qui vendent le pain, là où on fait le pain, vous savez que là où on fait le pain, celui-là qui est à la base de la fondation de cette boulangerie n'est pas obligé d'être dans toutes les boulangeries en même temps pour que ça fonctionne. Il y a un système derrière qui fonctionne et ça rapporte de l'argent. Je prends encore un autre exemple. Prenons le cas des stations-service. Les stations-service, les propriétaires, ne sont pas obligés de rester dans toutes les stations en même temps pour que les gens puissent se servir de l'essence ou bien acheter et tout ça. Non. Prenons encore un exemple. Les banques. Les propriétaires ou encore les actionnaires, en tout cas les propriétaires des banques, ne sont pas obligés d'être dans toutes les banques, toutes les guichets en même temps pour que les gens perçoivent et déposent de l'argent. Non. Ça leur rapporte de l'argent. De l'argent. Exactement. Donc ce sont les créateurs d'entreprises. C'est les créateurs d'entreprises. Donc l'argent réside beaucoup plus dans la création du système. C'est le système le plus important. Avoir un système qui va fonctionner avec ou sans moi, c'est la base de toute liberté. Donc si tu n'as pas très bien compris ça, tu vas te focaliser dans les deux autres, là où je venais tout simplement d'expliquer. Et en ce moment, tu es en train de travailler le jour, au lieu de chercher à créer un système qui va fonctionner avec ou sans toi. Le quatrième point, c'est les investisseurs. Quand on investit, l'argent peut travailler pour nous. Et je tiens à souligner quelque chose de très important ici, parce que investir n'est pas seulement mettre son argent et puis l'argent va travailler pour toi forcément, du genre comme les applications que nous avons vues entre-temps ici, voilà, où tu mets l'argent, on dit chaque semaine et tout ça. Je ne parle pas de ça, non. Je parle de vrais investissements. C'est-à-dire que quand tu es un travailleur ou un propriétaire d'entreprise, tu as un système qui fonctionne avec ou sans toi. Quand tu génères de l'argent, en ce moment, ton argent doit être investi dans d'autres secteurs d'activité ou encore doit être investi en bourse ou bien investi dans... En tout cas, mais des choses réelles en fait. Voilà, quand tu investis comme ça, cet argent va travailler pour toi et ça te génère de l'argent. Donc voici en fait les 4 points sur lesquels rapidement j'ai essayé d'expliquer. C'est ça. Alors, oui, je voudrais bien qu'on revienne sur la notion de la liberté financière, parce que c'est cette notion qu'on aborde. Qu'est-ce qu'on appelle liberté financière? Comment on peut définir la liberté financière? Bon, je dirais que la liberté financière a une définition, et chacun a une définition de la liberté financière ou une conception de la liberté financière, mais je dirais tout simplement que la liberté financière, c'est lorsque tu es à mesure de gagner beaucoup plus d'argent lorsque tu ne travailles pas. Ok. Oui. Si tu arrives à réunir beaucoup d'argent. Oui, c'est-à-dire que tu gagnes plus d'argent quand tu dors, quand tu ne travailles pas, que même tu travailles. Ça, c'est vraiment une liberté financière. Tu gagnes énormément d'argent, même quand tu dors. C'est-à-dire que les entrées d'argent ne dépendent plus de toi. Ça roule seul. Ton système marche, comme vous l'avez dit. Exactement. Ton système marche. J'ai une amie qui dit que elle, sa liberté financière, c'est être en mesure de prendre le café à Ouagadougou, aller prendre le déjeuner peut-être en Chine, ou bien aller dormir le soir à Dubaï. Genre une liberté comme ça. Tu décides de faire des trucs comme ça. Donc chacun a une définition, mais c'est lorsque réellement tu peux gagner beaucoup plus d'argent en faisant tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes faire, mais l'argent continue de rentrer. Et comme aujourd'hui notre thème pose les deux notions, soit travailler pour vivre et construire sa liberté financière, qu'est-ce qu'il faut choisir alors, coach Nebié? Alors ici, c'est un choix. Il faut choisir de travailler pour ta liberté financière. C'est-à-dire il faut travailler pour l'avenir financier des enfants et les enfants de tes enfants.
Mais tu peux ne pas forcément sauter et rentrer dedans juste comme ça, non. Il y aura un chemin et je vais partager avec vous, vous proposer une Comment on le possibilité. fait? Comment on fait alors pour atteindre cette liberté financière-là? Oui, pour ma part, de mon expérience et de ce que j'ai appris, tu peux commencer en tant qu'employé. D'accord. C'est-à-dire que lorsque tu n'as vraiment pas quelque chose du genre, tu es quelqu'un qui veut commencer à 0, 0, 0, 0. Tu n'as pas d'héritage. Voilà, tu n'as pas d'héritage. Tu n'as rien pour le moment. Exactement. Tu n'as rien pour le moment. Commence en tant qu'employé. Employé, ce n'est pas du tout mal. Non, 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 ce n'est pas du tout mal. Commence en tant qu'employé. Mais quand tu commences en tant qu'employé, ne pense pas que c'est la limite. Nina pas ma tuma woton kilengada gin pala de bumma to ba fi le bangi yin da ta bala ma mim tum na shoma pare num tum na ngada gin bumma to na manka non, quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. En tant qu'employé, commence désormais à gérer beaucoup plus ton temps et ton argent. Peu importe le montant d'argent que tu gagnes, tu as la possibilité de mieux gérer ton argent, afin que cet argent puisse t'acheter ta liberté de demain. Parce que en tant qu'employé, quand tu te limites seulement en tant qu'employé, tu n'es pas libre, on vient de le voir tout de suite. Donc, commence à prendre ton argent au sérieux. Toute somme qui rentre dans ta main doit obligatoirement être épargnée d'une manière ou d'une autre. Quand tu perçois ton salaire, il y a une partie qui doit être économisée. Cet argent va te permettre de pouvoir te former, de pouvoir te lancer dans d'autres secteurs d'activité. À partir du moment où tu es employé, c'est ça qui va te permettre de devenir un travailleur autonome. Ça, c'est la voie normale que je suis en train de citer. Tu prends ton argent, tu économises, tu enlèves, tu te formes, tu économises. Quand tu prends cet argent, tu crées quelque chose. Et quand tu crées la chose, trouve-toi le temps pour gérer cette chose correctement. Et ensuite, passe maintenant à la création des systèmes. Automatise ton système. C'est ça, on parle de scaler ton business. Il faut que ton activité, tu puisses scaler ça. Il faut que l'activité puisse rouler avec ou sans toi. Et là, tu rentres dans le cadre des propriétaires d'entreprise. Une fois que le système fonctionne, tu gagnes de l'argent. Tu prends maintenant, tu investis et cet argent va générer de l'argent pour toi. Peut-être dans l'immobilier, peut-être dans le transport, peut-être en bourse. Voilà, l'argent travaille pour toi. Voici un chemin que nous pouvons suivre. Mais il y a un piège dedans. Ah oui, c'est quoi le piège alors? Alors, le piège, c'est que la majeure partie des employés ne savent pas très bien choisir. J'ai été employé et j'ai vécu ça. C'est-à-dire que quand on est employé, partons déjà à la base. Pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous savez que c'est très rare d'être employé dans une entreprise sans contracter un prêt? C'est vraiment rare qu'un employé marche comme ça sans prêt. Ça, je peux donner ma tête à couper. C'est très rare qu'un employé marche sans prêt. Alors, lorsqu'on a déjà un prêt, comme on ne nous a pas formé forcément comment gérer de l'argent, quand on nous donnait le prêt, un étudiant qui vient gagner un emploi, quelqu'un qui puis on lui propose un prêt de 2-3 millions ou bien 5 millions, il va prendre. Mais comme on n'avait pas cette intelligence financière, on va chercher à payer peut-être un terrain, s'habiller, payer une moto et tout ça. Le reste, on va essayer d'ouvrir quelque chose. Le piège est que quand tu prends de l'argent, genre un prêt, pour créer une entreprise, ce n'est pas évident que tu vas pouvoir t'en sortir. Toute entreprise a des hauts et des bas. Quand tu es un salarié et que tu investis dans le monde physique, c'est-à-dire que tu investis dans l'entrepreneuriat physique, tu risques de te créer des problèmes et te brûler les ailes. Ce que moi, j'ai vécu, c'est tout autre chose. Quand tu es employé et que tu commences à créer une entreprise, ne crée pas une entreprise physique parce que tu vas te créer des problèmes. Je vous donne un exemple. Moi, je sais par exemple, je suis employé. J'ai créé une entreprise. Je sais que mon poulailler ou bien mon salon de coiffure, dès que ça prend seulement, ça va me rapporter de l'argent. Je suis prêt à me battre corps et âme pour que ça marche. Si je rencontre des difficultés, il faut que je puise de l'argent quelque part pour venir soutenir ça. Et si je puise mes économies pour venir soutenir parce que j'ai foi en ce projet et que ce projet encore rencontre des difficultés à un moment donné, si je n'ai plus de revenus, voilà pourquoi mon entreprise sera fermée. Si ça ne ferme pas, je vais m'endetter auprès de mes amis parce que j'ai confiance au projet que j'ai mis en place. Malgré tout, tant que les difficultés sont là et que je n'ai pas de la liquidité pour soutenir, je risque de rester à côté.
Donc c'est un piège. D'accord, on a bien noté le piège, c'est passionnant. Malheureusement, à gauche, il faut le dire, hein, vous n'avez pas pu arriver tôt, donc on n'a pas eu suffisamment de temps pour vous accorder afin de terminer notre thème du jour. Et comme vous reviendrez certainement la semaine prochaine, on verra dans quelle mesure justement terminer avant d'aborder le prochain thème. Parce qu'on va devoir s'arrêter ici pour ce matin. Merci d'être passé. On va laisser un contact de coach Lébier. Ok. Déjà, je vais donner un contact que toute personne peut contacter. C'est sûr qu'ils vont avoir quelqu'un. Si c'est moi directement, c'est pas évident. Ça risque d'être peut-être un manque de respect ou un truc. Je vais donner le 54 93 07 57. C'est celui-là même qui est l'administrateur de mon groupe privé. Et lorsque vous voulez rentrer, vous pouvez rentrer dans mon groupe privé pour les accompagner. Merci beaucoup, coach. À très vite. À très vite. Et donc, on marque une petite pause. Francis Emmanuel Zongo nous retrouve pour les éphémérides. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour les éphémérides avec Francis Emmanuel Zongo. On est allé sur ce plateau. Cisco Marouele, bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent sur Savan TV. Merci de me recevoir sur ton plateau. Merci d'être là. Et nous débutons les éphémérides. Août, c'est vraiment le mois des indépendances, surtout en Afrique. Oui. Et donc, on parle de l'indépendance de la République centrafricaine le 13 août 1960. Tu l'as si bien souligné, le mois d'août représente énormément pour les pays africains, pour leur souveraineté. Et comme on ne peut pas parler de Pierre sans parler de Paul, on a cité certaines républiques qui ont fêté leur indépendance les jours précédents. Et aujourd'hui, c'est au tour de la Centrafrique qui a eu son indépendance le 13 août, précisément en 1960, marquant ainsi la fin de la colonisation française. Et avant son indépendance, le territoire était une colonie française connue sous le nom d'Ubangui-Chari. Suite à un référendum constitutionnel de septembre 1958, initié par le général de Gaulle, le territoire vote oui et devient une république autonome au sein de la communauté française le 1er décembre 1958. Et les accords transférant bien sûr les compétences de la communauté à la République centrafricaine sont signés à Paris le 12 juillet 1960, ouvrant la voie à la souveraineté totale. Barthélemy Boganda, qui est l'une des figures politiques marquantes, est d'ailleurs le père de la nation et le grand artisan de l'indépendance. Il a rebaptisé le territoire République centrafricaine avec pour ambition de créer les États-Unis de l'Afrique latine. Malheureusement, il meurt tragiquement dans un accident d'avion le 29 mars 1959, plus d'un an avant la proclamation officielle. D'ailleurs, Barthélemy Boganda, que nous voyons en image avec les membres de sa famille, lui qui s'est battu pour l'indépendance, mais qui malheureusement est tombé lors d'un accident d'avion le 29 mars 1959. Il n'a pas vu, bien sûr, l'indépendance de son pays, la Centrafrique, autrefois appelée Ubangui-Chari. Deuxième événement, début de la construction du mur de Berlin.
Et oui, on a été bien sûr imprégné de cette partie de l'histoire au lycée. Le mur de Berlin, on en a parlé, on en a récité, le boileau a été fait sans cesse. Et aujourd'hui, on se rappelle de cette date. C'est le 13 août 1961 où les autorités de la République démocratique allemande RDA commencent la construction du mur de Berlin. Et après la capitulation de l'Allemagne en 1945, le pays et sa capitale Berlin sont divisés en 4 secteurs d'occupation, à savoir le secteur américain, le secteur britannique, le secteur français et bien sûr celui soviétique. Et en 1949, cette séparation se cristallise avec la création des 2 États, la RFA, l'Allemagne de l'Ouest qui est plus capitaliste et la RDA, l'Allemagne de l'Est qui est communiste. Berlin-Ouest reste une enclave occidentale au milieu de la RDA. Et en 1949 et 1961, face aux conditions de vie ou au manque d'une certaine liberté à l'Est, près de 3 millions de citoyens fuient la RDA en passant par Berlin-Ouest où la frontière reste poreuse. Cet exode massif prive l'Est de sa main-d'œuvre qualifiée et menace l'économie du pays d'effondrement. Pour stopper définitivement cette hémorragie démographique, les autorités de la RDA, sous la direction de Walter Ulbricht et avec l'accord de l'URSS mené par Nikita Khrouchtchev, lance secrètement l'opération qu'on appelle l'opération Rose. Et pour terminer, le mur de Berlin, appelé aussi mur de la honte, a une hauteur d'environ 3,6 mètres et une longueur d'environ 155 km. On voit les ouvriers à l'œuvre en images en train de construire le mur de Berlin qui a débuté le 13 août 1961 et ce mur s'est effondré pratiquement vers la fin de la décade 1980-1990. Alors Francis, aujourd'hui 13 août aussi, nous parlons de la naissance de Fidel Castro. Oui, nous en parlons à tous les camarades révolutionnaires d'ici et d'ailleurs. Fidel Castro qui est véritablement une icône de cette façon de faire les choses, la révolution. Et il est né le 13 août 1926, marquant bien sûr son jour de naissance, père de la révolution cubaine qui a profondément transformé l'histoire politique du XXe siècle. Il est né à Biran, à Cuba. Il est le fils d'un riche propriétaire terrien avant de choisir la voie révolutionnaire. Il a mené la lutte armée contre la dictature de Fulgencio Batista aux côtés de son frère Raúl Castro et Ernesto Che Guevara, triomphant en janvier 1959. Il a dirigé Cuba pendant près d'un demi-siècle, instaurant un État socialiste à parti unique, caractérisé par le modèle marxiste-léniniste. Rappelons que le 16 février 1959, il devient premier ministre après la révolution cubaine. Le 2 décembre 1976, il devient président du Conseil d'État et du Conseil des ministres. Le 31 juillet 2006, il transfère provisoirement ses pouvoirs à son frère cadet Raúl Castro pour raison de santé. Et le 24 février 2008, il quitte officiellement et définitivement ses fonctions de président. Il meurt malheureusement à La Havane le 25 novembre 2016 à l'âge de 90 ans. Le salut militaire fait ici par le camarade Fidel Castro, bien sûr, qui est né le 13 août 1926. Et on termine par la journée mondiale des gauchers célébrée aujourd'hui 13 août. Et oui, une journée dédiée à ces personnes qui utilisent la main gauche pour écrire. D'ailleurs, tous mes textes ont été rédigés aujourd'hui avec la main gauche pour être en conformité. Je n'y crois pas du tout. Et bien sûr, voilà, vous pouvez voir en image, mais quelques petites notes, si ça ne dérange pas la régie. Voilà, je l'ai écrit avec la main gauche. On verra bien, tu vas faire l'exercice tout à l'heure. Oui, donc c'est une journée qui a été instaurée depuis 1976 par l'organisation Left Handers International et elle a pour objectif de promouvoir la conception d'outils adaptés, par exemple les ciseaux, les cahiers, et lutter également contre la stigmatisation ou les tentatives historiques de rééducation, de valoriser cette particularité neurologique qui concerne environ 10% de la population mondiale. Donc selon les recherches et les études, environ 10% de la population mondiale écrit avec la main gauche. Et on va rester sur place ici à Savane Média pour saluer nos deux confrères qui utilisent la main gauche pour écrire, pour faire leur rédaction.
Abidjan, on pense à Sanou Stéphane, je l'appelle communément le SS1212, sans oublier également Flore Prosporé, une jeune fille qui est avec nous ici, qui utilise la main gauche également pour écrire. Donc c'est votre journée, la journée mondiale des gauchers, même s'il y a des gens également qui ont cette simplicité d'écrire avec les deux mains, soit avec la main gauche ou avec la main droite. Merci bien Cisco. Merci et à lundi pour toi. À lundi, on va se retrouver, mais je vais passer demain une visite éclair pour voir ce qui se passe avant de descendre au niveau de la radio pour l'aventure radiophonique, toujours avec le même plaisir et la même passion. Bon, eh bien, il y a quoi, vous continuez. Merci beaucoup. Le travail libère l'homme, on le dit bien sûr, ce qui est bien, c'est que tu es là et que tu bosseras aussi jusqu'à dimanche. Merci Francis. Et puis nous, on se retrouve, Inch'Allah, demain, vendredi, quand il va sonner 7h30 sur Savan TV pour Bonjour le Faso. En attendant, nous nous retrouverons aussi tout à l'heure à 12h45 pour le journal de la mi-journée sur Savan TV. Prenez soin de vous et à demain pour Bonjour le Faso. Allez, que